Mesdames et messieurs, bienvenue à la première émission planétaire de 2015. Aujourd'hui, l'Europe face à la forte croissance de la migration clandestine, le bras de fer entre le Congrès républicain et la présidence de Barack Obama et quelques mots sur les attentats à Charlie Hebdo. En 2014, 210 000 migrants clandestins ont franchi la Méditerranée pour rejoindre les rives de l'Europe. De ce nombre, environ 3 400 sont portés disparus, ont fort probablement perdu la vie. Ce sont des chiffres records. C'est un phénomène qui prend rapidement de l'ampleur depuis quelques années, avec des Syriens, des Afghans, des Irakiens et d'autres qui tentent de fuir la violence dans leur pays. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre ce phénomène, de voir ce qui peut être fait, de ce qui devrait être fait, avec François Crépeau, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de McGill, qui est également rapporteur des Nations unies pour les droits de l'homme des migrants depuis 2011. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Donc, de ces 210 000, enfin, 200 quelques mille qui ont rejoint les rives européennes l'année dernière, en passant par la Méditerranée, qu'est-ce que leur prévoit la loi? Qu'est-ce qui les attend une fois rendus en Europe? Deux choses. Soit ils font une demande d'asile et ils obtiennent ou n'obtiennent pas le statut de réfugié, soit ils ne font pas de demande d'asile et ils sont à ce moment-là des migrants en situation irrégulière, susceptibles de retourner dans leur pays. Et s'ils font une demande d'asile et sont rejetés, n'obtiennent pas le statut de réfugié, ils deviennent également des migrants en situation irrégulière, susceptibles d'être envoyés dans leur pays. D'accord. Et là, pour expliquer l'augmentation du nombre de migrants, j'ai parlé en introduction des conflits qu'il y a dans le monde, mais est-ce qu'il y a quelque chose également du côté de l'Europe qui explique la forte augmentation du phénomène clandestin de la migration? Bien, ce phénomène clandestin de migration n'est pas exclusif à l'Europe. Il se passe aussi sur la frontière américaine avec le Mexique. Il se passe en Afrique sur beaucoup de frontières. Il se passe en Asie, vers l'Australie. Donc, la migration clandestine est un phénomène en augmentation partout. Pourquoi? Parce que les gens savent aujourd'hui qu'il y a des opportunités pour eux ailleurs. Ce qui n'était pas le cas il y a 25-30 ans, forcément. Des opportunités de vie paisible ou des opportunités de travail, d'emploi? Il y a deux raisons pour lesquelles les gens se déplacent. Des push factors et des pull factors. Push factors, c'est le fait de quitter son pays parce qu'on y risque sa vie ou sa liberté, ou alors on est dans une misère noire et on ne voit pas comment on va arriver à élever ses enfants. Donc, on est poussé en dehors de son pays. Pull factor, il y a des pays paisibles, il y a des pays qui accueillent correctement les réfugiés, et il y a des pays dans lesquels il y a de l'emploi, et entre autres des marchés clandestins de l'emploi qui ont besoin de travailleurs migrants en situation irrégulière, dans l'agriculture, dans la construction, etc. Et ça, ce sont des choses qui se savent. Et on sait qu'en Europe, il y a des emplois. Et on sait qu'en Europe, il y a des pays qui accueillent les Syriens et les autres. Donc, les gens répondent à des pull et des push factors, et quelles que soient les mesures répressives qu'on essaye de mettre pour les empêcher de venir, ils vont finir par arriver. Soit ils viennent légalement parce qu'il y a un système pour les accueillir, soit ils vont payer des gens qui sont des passeurs professionnels, qui sont des mafias locales, qui sont des réseaux clandestins, et ces gens-là vont les faire passer. Et c'est l'histoire de toutes les prohibitions. La prohibition contre l'alcool dans les années 20 a créé des tas de mafias de bootleggers. La prohibition de la drogue a créé la war on drugs, et les cartels de la drogue d'Amérique centrale sont pas prêts de disparaître. On le voit avec la violence au Mexique. Et c'est la même chose ici. On met en place une prohibition et se crée un marché de contournement de la prohibition. Donc, vous parlez de la prohibition. Donc, c'est dire que si la migration se fait de plus en plus de façon clandestine, ça veut dire que les voies légales, les demandes d'asile en bonne et due forme sont très difficiles à obtenir? Ou est-ce qu'on les voit augmenter légalement? Les voies légales ne répondent pas aux besoins de ces gens-là, ni aux besoins de nos marchés. Nous n'avons pas fait pour les Syriens ou pour les Érythréens ou pour les Afghans ce que nous avons fait pour les Indo-Chinois il y a 30 ans et 35 ans.
il faudra le faire. 3 millions de Syriens qui sont dans des camps ou dans des villes en Turquie, en Jordanie, au Liban, ne vont pas attendre tranquillement pendant des décennies que leurs enfants grandissent et ne se retrouvent devant rien. Ils veulent aujourd'hui trouver des écoles pour leurs enfants en Occident pour les élever et que leurs enfants aient un avenir. Si on pense qu'ils vont rester gentiment là-bas, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Donc, tant qu'on n'aura pas fait l'effort de créer des programmes massifs de rétablissement de réfugiés, ces gens-là vont venir clandestinement comme nous le ferions à leur place. Oui. On n'attendrait pas pour nos enfants. Vous faites le parallèle avec les Indo-Chinois dans les années 60 à peu près. 70. 70, pardon. Est-ce qu'en termes de nombre, est-ce qu'on parle du même nombre aujourd'hui? C'est des chiffres beaucoup plus élevés que ce qu'il y avait auparavant? Non, on est dans les mêmes ordres de grandeur, on est dans plusieurs millions. L'Occident serait pas nécessairement, il n'y a pas besoin nécessairement d'accueillir tout le monde, mais il y aurait certainement de la place pour un effort massif de l'ordre de 1,5 million à 2 millions de personnes sur un certain nombre d'années. Et si on prend l'Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et qu'on se répartit ça sur un certain nombre d'années, eh bien, ça fait pas des chiffres énormes. Ça fait 10 000, 12 000, 15 000 Syriens par année pour le Canada. On est parfaitement capable d'absorber ça, de s'organiser. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Or, pour l'instant, à l'égard des Syriens, eh bien, la plupart d'entre eux viennent clandestinement. Oui. Et vous dites, on l'a déjà fait. En fait, l'Europe l'a déjà fait. Donc, il y a un précédent. Absolument. D'accord. Maintenant, il y a des grandes disparités entre les différents pays de l'Union européenne pour l'acceptation des demandes d'asile. J'ai quelques chiffres ici. La Bulgarie, 85 %, c'est le champion de l'Union européenne. 85 % des demandes qui sont acceptées. L'Italie, 64 %. Et à l'inverse, on a des pays comme la Grèce, c'est 3,8 %, la Hongrie, 8 %, Luxembourg, 10 %, la France, 17 %. Des très grandes disparités. Oui. Donc, il n'y a pas la même volonté d'un pays à l'autre là, pour accueillir les demandeurs d'asile. Est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser tout ça, de trouver une politique cohérente au sein de l'Europe? En Europe, on parle d'une politique d'asile commune depuis longtemps. Elle s'est faite en grande partie sur la restriction de l'entrée aux frontières. Elle ne s'est pas faite sur l'harmonisation des procédures de reconnaissance du statut de réfugié. Qui reste donc de l'apanage des nations. Qui reste de l'apanage des nations, qui le font bien ou mal. La Grèce l'a fait mal, très mal, jusqu'à tout récemment. Il y a actuellement un effort pour transformer cela, et un effort réel. Il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez un bon système de reconnaissance du statut de réfugié que vous allez attirer plus de demandeurs d'asile. En ce moment, les Syriens vont en Suède et en Allemagne. Pourquoi? Parce que la Suède a dit qu'elles allaient reconnaître le statut de réfugié à tous les Syriens sur son territoire. D'accord. Point. Sans passer par la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. On leur donne tout de suite un permis de séjour. Donc, la Suède accueille, je crois, 20 000, l'Allemagne accueille 30 000 Syriens en ce moment, mais il y en a d'autres. Alors, là, vous avez un problème énorme en Europe parce qu'on a mis en place des mécanismes répressifs qui n'incitent pas à se présenter à des gardes-côtes ou à des gardes-frontières, qui incitent à passer en douce sur le côté et à se présenter dans le pays où on sera le mieux accueilli. Par exemple, si vous êtes, selon les règles qu'on appelle les règles de Dublin, si vous entrez par l'Italie et que vous faites une demande d'asile en Italie, ou que vous alliez par la suite, on doit vous renvoyer en Italie et c'est en Italie que vous devez vivre et que votre demande d'asile doit être étudiée. C'est la raison pour laquelle 98 % des Syriens, qui entrent presque tous par l'Italie en ce moment, mais aussi un peu par la Grèce, mais beaucoup par l'Italie, ne demandent jamais l'asile en Italie, parce qu'ils ne veulent pas être identifiés en Italie, être envoyés vers l'Italie. Ils veulent être identifiés et vivre en Allemagne ou en Suède. Donc, la filière clandestine continue à l'intérieur de l'Europe, jusqu'à la Suède, jusqu'à l'Allemagne. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas créé les moyens d'inciter les gens à se présenter au bon endroit. D'accord. Il y a toute la question maintenant de la sensibilité politique de cette question-là. On voit en Europe des débats sur l'immigration devenir un peu plus intenses. Et il y a des partis de droite, voire d'extrême droite, qui sont très virulents, qui gagnent en popularité. Est-ce que c'est réaliste de penser que l'Europe peut en arriver à convaincre ses citoyens d'accepter ces migrants clandestins-là, ou ces migrants par des voies autres que la voie clandestine, comme vous le dites? Alors, ça va être très compliqué. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un groupe de personnes important, probablement sur le territoire européen des millions de personnes qui sont en situation irrégulière et qui vivent, qui travaillent. Tous les migrants en situation irrégulière travaillent, parce qu'ils doivent manger le soir et il n'y a pas d'aide sociale pour eux. Donc, ils travaillent mal, ils sont mal payés quand ils sont payés, mais ils travaillent.
Ils payent des impôts sur tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils louent, et même beaucoup d'entre eux payent des taxes, payent des impôts sur le revenu. Il y en a qui sont inscrits à l'impôt sur le revenu, entre autres aux États-Unis, pas en Europe, mais aux États-Unis. Donc, ils payent des taxes, ils vivent, parfois ils élèvent des enfants, et ils ne sont jamais représentés politiquement. Si vous n'êtes pas représenté politiquement, vous ne participez pas au débat politique et vous n'arrivez pas à changer les perceptions. Les femmes, depuis 60 ans ou plus, se battent pour changer les perceptions en obtenant d'abord le droit de vote et ensuite en se battant sur la scène politique pour changer les perceptions. Et aujourd'hui, une blague sexiste, ça peut tuer une carrière politique. Une blague contre les migrants, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, depuis des années en font, ça n'a jamais, ça rapporte des voix même. Donc là, on a un problème de représentation politique de tout un groupe de notre population qui ne partira pas et qui va grossir. Et il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer leur voix dans le débat politique? Bien. L'Union européenne a dit qu'elle ferait de la migration clandestine sa priorité ou l'une de ses priorités en 2015. Donc, on aura l'occasion de suivre ça ou peut-être même d'en reparler. François Crépeau, merci beaucoup. Merci infiniment. Depuis début janvier, les nouvelles majorités républicaines ont pris place dans les deux chambres du Congrès aux États-Unis, donc une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, et ils ont promis de livrer une bataille féroce à Barack Obama et ses politiques, ce qui annonce évidemment une fin de mandat plutôt houleuse pour le président démocrate. Qu'est-ce qui se dessine exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pour le legs Obama? J'en discute aujourd'hui avec Pierre Martin, qui est professeur de sciences politiques et directeur de la chaire d'études de politique et économique américaine à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Là, qu'est-ce qui l'histoire nous enseigne au sujet de cette cohabitation forcée entre un congrès d'un parti et un président de l'autre? Parce que c'est pas si inhabituel que ça, je crois. Bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on regarde l'histoire, on s'est beaucoup penché sur les États-Unis dans les derniers 6 ans, et là, on a l'impression de voir quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire un président aux prises avec un Congrès dominé complètement par l'opposition. Mais on oublie que c'est une situation qui n'est pas si inhabituelle que ça. C'est-à-dire que les 3 derniers présidents qui ont eu 2 mandats, qui sont restés pendant 8 ans, ont passé les 2 dernières années de leur présidence avec un Congrès majoritairement contrôlé dans les 2 chambres par le parti d'opposition. Et là, on pense à W. Bush, Clinton et Reagan. Et Reagan, jusqu'à Ronald Reagan. Et avant ça, il y a eu quelques situations un peu plus troubles, mais c'est pas une situation inhabituelle et il y a toutes sortes d'angles qui font que la grande confrontation qu'on a vue au cours des dernières années ne sera pas nécessairement dans l'intérêt du Parti républicain. Oh, d'accord. Et il n'est pas nécessairement dit que c'est impossible de faire quoi que ce soit pour un président qui est aux prises avec un Congrès dominé par l'opposition. On verra sur quoi le président Obama pourra et choisira d'agir, mais ses prédécesseurs ont eu l'occasion de faire des choses importantes en collaboration avec un Congrès d'opposition. Si on recule dans le temps, par exemple, George W. Bush, lors de ces 2 dernières années, il ne faut pas oublier qu'il a passé par-dessus l'opposition de son propre parti et il a collaboré avec la majorité démocrate pour entamer le programme de stimulation économique qui a fini après longtemps, après plusieurs années, par avoir raison de la grande récession de 2007-2008. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ensuite, le président Clinton, à la fin de son mandat, a mis en place une réforme de l'assurance sociale, une réforme de l'aide sociale avec les républicains, qui a été controversé, qui n'a pas nécessairement été très bien accueilli par la gauche de son parti, mais qui a changé quelque chose. Ronald Reagan a aussi eu l'occasion de collaborer avec la majorité démocrate et surtout en ayant recours à la collaboration avec les modérés du Parti démocrate. Encore fallait-il justement qu'ils trouvent un terrain commun entre les deux. Et là, justement, quels sont les politiques ou les sujets sur lesquels les républicains du Congrès et Barack Obama sont susceptibles de s'entendre? Entre autres, on a parlé du commerce, c'est-à-dire qu'il y a
quelques accords de commerce internationaux qui sont en cours de négociation. Libre-échange, Et essentiellement. c'est habituellement un domaine dans lequel les présidents démocrates ont été en porte-à-faux ou en contradiction avec leurs propres alliés du Congrès. Et donc, c'est un domaine qu'on pense au partenariat transpacifique ou au libre-échange avec l'Europe, où le président démocrate pourrait se trouver des alliés républicains et des alliés dans son propre parti, parce que son parti le Parti démocrate n'est pas univoque en matière de commerce pour faire avancer les choses. Également, dans le domaine de la politique extérieure, il pourrait y avoir des zones d'accord. Il n'est pas dit aussi qu'il n'y aura pas des ajustements aux grandes politiques, par exemple la politique de santé, qui seraient des accommodements pas nécessairement raisonnables, mais nécessaires au président Obama. Vous pensez qu'Obama pourrait faire quelques petits compromis sur Dans certains cas, il n'y aura probablement pas le choix. C'est-à-dire que il est fort probable que les républicains vont insérer dans des projets de loi auxquels il sera très difficile pour les démocrates de s'opposer, vont insérer des clauses qui vont gruger dans certains aspects de la loi sur la santé. Et donc, ce sera difficile pour le président de contrer toutes les oppositions du Parti républicain. OK. Est-ce qu'il n'y a pas toutefois, vous avez parlé des précédents où il y a eu de la collaboration entre les deux branches du gouvernement, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ou enfin quelque chose qui s'est amplifié, c'est-à-dire la discipline de parti? Il y a quelque chose de fondamentalement différent en 2015 de ce qu'on retrouvait pendant les 3 derniers épisodes, donc ce que j'ai mentionné. Pas nécessairement pendant la période de George W. Bush, mais certainement différent des années 90 et 80, c'est la très grande polarisation du Congrès. C'est-à-dire la très grande difficulté de trouver des sénateurs et des représentants au milieu, donc des modérés qui ont des positions qui sont compatibles avec leur propre parti et avec le parti opposé. Et donc, cette grande polarisation fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de constituer des super majorités au Congrès qui sont, rappelons-le quand même, nécessaires pour passer la plupart des projets de loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les prochains mois? C'est des situations où, lorsque le Congrès va outrepasser certaines limites par rapport au programme du président, le président va fort probablement apposer un veto. Et, il a annoncé son intention. Il a annoncé son intention. Il a tracé certaines lignes en disant, par exemple, qu'il ne va pas approuver des projets de loi qui vont fondamentalement changer sa loi sur la santé, qui est son principal legs législatif. Et donc, dans le domaine de l'environnement, on a déjà vu aussi avec l'oléoduc de Keystone, le président a été très net. Il ne va pas céder beaucoup de terrain dans ce domaine-là non plus. Donc, il y a certains domaines où le président, c'est très clair, va apposer des vétos. Maintenant, pour renverser les vétos, et ça, c'est une situation extrême parce qu'avant même de parler de veto, il faut parler du fait que les républicains, s'ils sont majoritaires au Sénat, ne contrôlent pas nécessairement tout ce que le Sénat peut faire. C'est-à-dire que pour fonctionner normalement, pour pouvoir faire avancer un projet de loi au Sénat, on a besoin non pas de 51 votes, mais de 60 votes. Oui, sur 100. À cause de la règle qu'on appelle du filibuster, qui permet à un sénateur de bloquer les débats, à moins d'avoir d'être opposé par au moins 60 sénateurs. Et les républicains sont 54. Oui. Donc, ils ne peuvent pas renverser le veto. On va faire un petit peu d'arithmétique ici. Là. On a 54 républicains, mais on a besoin donc de 6 démocrates pour passer la plupart des projets de loi. Il y a des exceptions, mais pour la plupart des projets de loi, on aura besoin de 6 démocrates. Et il y a un certain nombre de démocrates modérés qui ont déjà dit qu'ils s'opposaient au président sur certains dossiers, dont la loi sur la santé, dont les lois sur l'environnement. Alors, on verra
pour avoir les 60 votes, pour pouvoir même apporter un projet de loi au président, il faudra faire des concessions à certains démocrates. Ensuite, pour renverser un éventuel veto du président, il y aura besoin d'avoir les 2 tiers des votes. Donc, on passe de 60 à 67. Et pour passer de 60 à 67, il faut convaincre 7 autres. Ça commence à faire beaucoup de... Et c'est ça. Et pendant le débat sur Keystone, par exemple, là, il y a quelques semaines, on a vu un peu l'étendue des possibles. C'est-à-dire qu'au Sénat, on n'a pas été capable d'aller chercher les 14 votes qui étaient nécessaires à ce moment-là. Et maintenant, on en aura besoin de 13, mais il y en a qui étaient fiables à ce moment-là, qui ne sont plus là. Donc, les votes ne sont pas nécessairement là d'avance. Maintenant, à la Chambre des représentants, on a, et vous m'excuserez si je ne me souviens pas précisément des chiffres, mais les républicains, pour obtenir les 2 tiers des votes pour renverser un veto, puisque ça doit être renversé par les 2 chambres et pas par une seule, ils ont besoin de 45 votes démocrates. Et au moment des Keystone, ils en ont eu seulement 28. Oui, ça donne une idée de la dynamique qui se dessine et on pourra voir les intentions plus exactes de Barack Obama avec le discours sur l'État de l'Union le 20 janvier prochain. Pierre Martin, merci beaucoup. Je vous en prie. Cette semaine, un hors-champ spécial, la semaine dernière, avaient lieu à Paris les attentats terroristes contre le journal satirique Charlie Hebdo. À Planète Terre, comme média traitant des affaires internationales, on s'est bien sûr senti interpellé. Il y a eu beaucoup d'analyses, de commentaires qui ont été formulés depuis les événements tragiques. Mais on s'est demandé, nous, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter comme commentaires et analyses à tout ça. Alors, pour ce faire, j'ai avec moi Alain Saunier, notre producteur délégué. Bonjour, Alain. Frédéric Mérand, directeur du Cerium. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Messieurs, commentaires, analyses sur ces événements? Bien, moi, le premier commentaire que je formulerais, c'est que je salue, en fait, la grande fraternité et la solidarité qui a pu se manifester à l'intérieur des médias de la presse occidentale. Certains sont allés jusqu'à publier les caricatures de Mahomet, et ça, je trouve que c'est, même dans l'histoire des médias francophones au Québec, c'est quelque chose qui est assez unique. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que le danger dans ce genre de situation-là, c'est que ça nous amène à être tuer avec nous ou tuer contre nous. Et là, je trouve je trouve ça un petit peu dangereux. C'est-à-dire que je pense que la diversité d'opinion, c'est aussi le droit de divergence, de diverger d'opinion, d'avoir un point de vue plus nuancé sur les choses. Le Guardian a manifesté ça. Mediapart aussi en France a manifesté une désapprobation de certains aspects de la manifestation, entre autres à Paris. Alors donc, ça, pour moi, il y a quelque chose d'important là-dedans. Il faut continuer, bien sûr, à avoir cette fraternité, cette solidarité entre les médias, mais il faut également continuer à laisser la place à la nuance et au débat, parce que c'est ça la richesse dans notre société. Oui, et c'est la manifestation de la liberté d'expression voilà. qu'on veut défendre. Tout à fait. Oui. Ben, ce qui est sûr, c'est que c'est une tragédie qui a été surinvestie de sens. Donc, certains en ont parlé comme un problème de liberté d'expression, la défense de la démocratie occidentale. D'autres nous ont avertis contre l'islamophobie. Certains ont parlé des causes qu'ils jugent profondes. Par exemple, on dit c'est peut-être dû à la politique occidentale au Moyen-Orient, par exemple. Ou même le colonialisme. Ou même le colonialisme. Il y a longtemps. Moi, je pense qu'il faut un peu faire attention avec ces différents cadrages, parce que, premièrement, on ne sait jamais ce qui se produit véritablement dans la tête des gens qui commettent un attentat comme celui-là. Mais surtout, ce n'est pas un événement unique dans l'histoire. Donc, c'est pas pour diminuer l'importance, par exemple, de la manifestation, mais on a vu des choses très semblables en Europe dans les années 70, avec les mouvements d'extrême gauche surtout, mais aussi nationalistes, donc par exemple la Fraction Armée Rouge en Allemagne ou encore l'IRA en Irlande. Que voulaient ces groupes? Des choses très semblables aux djihadistes, pas au niveau de l'idéologie, mais ce qu'ils voulaient, c'était provoquer la répression. Comme stratégie. Par exemple, l'extrême gauche enlevait et tuait des chefs d'entreprise
pour que l'État réagisse et montre ainsi son caractère fasciste. L'IRA ne procédait pas autrement en exécutant des militaires pour entraîner une répression, ce qui leur permettrait de montrer que le Royaume-Uni était colonialiste. Et ainsi justifier davantage de gestes terroristes. Exactement. Ce que veulent les djihadistes aujourd'hui dans un attentat comme celui sur Charlie Hebdo, c'est pas revendiquer une cause ou défendre les droits des musulmans, c'est au contraire provoquer une répression, une polarisation de la société, encourager paradoxalement l'extrême droite, c'est exactement ce qu'ils souhaitent, de manière à montrer que la France ou l'Occident sont contre les musulmans, sont islamophobes. Et d'où l'importance que la presse occidentale joue son rôle de façon très responsable, justement, pour ne pas qu'on puisse encourager ce genre de réaction-là. Mais vous dites qu'il n'y a pas, il y a la cause, mais il y a la stratégie, mais il y a quand même une cause. Enfin, il y a un fossé idéologique profond, irréconciliable. On peut quand même penser que cette divergence-là, ce fossé-là, va continuer néanmoins à nourrir cette... Moi, j'en suis moyennement persuadé, parce que si vous regardez ceux qui commettent les attentats, ils n'ont généralement pas une réflexion idéologique ou religieuse très, très profonde. Et ça, on retrouve la même chose chez beaucoup des terroristes d'extrême gauche et de nationalistes dans les années 70, qui avaient des parcours de voyous, très souvent, quelqu'un comme Bader en Allemagne, semblables à ceux des 3 personnes qui ont commis les attentats à Paris. Et donc, le côté idéologique, souvent, est presque, je ne veux pas dire qu'il est absent, mais il est presque secondaire. Il y a vraiment ce que un peu les Italiens appelaient, dans les années 70, une stratégie de la tension. Donc, le but, c'est vraiment de provoquer l'État, de provoquer du désordre, de provoquer du chaos, de polariser la société, de manière à justifier, justement, sa cause. Je pense que c'est l'élément le plus important. Le dernier point, peut-être, si j'ai le temps, c'est qu'une leçon qu'on peut tirer des années 70, c'est qu'à l'époque, il y a eu des excès, bien sûr, mais en gros, la stratégie des États, des démocraties occidentales a été une stratégie essentiellement pénale. C'est-à-dire qu'on a criminalisé les terroristes, mais on n'a pas élargi, on n'a pas politisé la chose en faisant le procès de toute la gauche ou en faisant le procès de tout le mouvement nationaliste. Les partis nationalistes et d'extrême gauche sont restés légaux dans la plupart des cas. Il n'y a pas eu une stigmatisation de la population. Et là, je pense qu'il y a vraiment des leçons à tirer de cette époque pour aujourd'hui. Tout à fait, oui. Messieurs, merci d'exercer votre liberté d'expression pour que nous puissions exercer notre liberté de penser. Merci, messieurs. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. À très bientôt.